Bonjour à tout le monde. Voilà, dans le cadre de notre prise en charge de l'infertilité, on va maintenant parler de manière pratique. C'est important pour tous les couples qui souhaitent faire des enfants ou alors des gens qui ont autour d'eux des couples qui ont des soucis pour pouvoir faire un enfant, de savoir quels sont les examens qu'il faut absolument faire. Bon, j'ai déjà reçu des gens ici, nous sommes en France là, ou qui arrivent, qui ont vu des praticiens, bref, et qui n'avaient jamais fait le véritable bilan d'infertilité, qui ne s'était donc jamais vraiment fait prendre en charge. Déjà, il y a des examens qu'on peut faire à tout moment. Donc, parmi ces examens importants, précédemment, je vous avais montré les 4 étapes fondamentales pour pouvoir faire un enfant. Bon, déjà, les examens à faire à tout moment, il faut d'abord s'assurer qu'il n'y a pas d'infection. Donc, il y a un bilan infectieux complet que nous on demande. Donc, c'est un prélèvement vaginal complet avec recherche de chlamydia, de mycoplasma génitalium. Déjà, la première chose à dire, pour vous qui me suivez, la sérologie chlamydia n'a vraiment plus sa place dans le bilan aujourd'hui d'infection. À Douala, au cœur du quartier Yassa, découvrez l'excellence, la sécurité et le raffinement. La résidence Prestige KGV, un complexe résidentiel de luxe à seulement 10 minutes de l'aéroport et 3 minutes du stade Japoma. Il faut faire la recherche de chlamydia, que ce soit dans les urines, que ce soit dans le prélèvement vaginal au niveau du col, de l'endocole de préférence, que ce soit au niveau buccal ou alors au niveau anal. Mais dire qu'on fait la sérologie, franchement, ça n'a plus sa place. Parfois, sauf quand on peut faire la recherche d'IgG, d'IgM et éventuellement d'IgA. Ça, c'est pour les praticiens. Maintenant, on peut faire aussi le dosage, faire un bilan thyroïdien, la TSH, parce que souvent avec une perturbation de la thyroïde, on peut avoir des soucis pour pouvoir faire un enfant. Il faut faire un dosage de prolactine. En général, la prolactine se fait à jeun, la prolactinémie se fait à jeun après un certain repos au laboratoire. Ça peut, parce que quand le taux de prolactine est élevé, on peut avoir un souci. Ça peut gêner la procréation. Et puis à côté de ça, il faut faire le bilan classique, toutes les sérologies, pour s'assurer de comment on va pouvoir gérer le couple. Maintenant, chez la femme, il y a des examens aussi à faire à des moments précis du cycle menstruel. Il y a ce qu'on appelle en général le bilan hormonal. C'est très important de faire à des moments précis du cycle. Je vous expliquerai dans la suite le pourquoi il faut faire à ces moments précis. En général, il y a des examens à faire entre le 2e et le 5e jour du cycle. On va dire il y a la FSH, il y a la LH, il y a l'estradiol. On peut faire également l'AMH, c'est l'hormone antimüllérienne. C'est ce qui évalue la réserve ovarienne. Nous, on préfère le faire entre le 2e et le 5e jour du cycle. Si possible, c'est toujours mieux de le faire entre le 2e et le 4e jour du cycle. Mais bon, si on va jusqu'au 5e jour du cycle, c'est toujours interprétable. Mais on préfère faire aussi, il y a la testostérone qu'on peut faire à ce moment. Dans certains contextes particuliers, on va faire le SDHEA et le delta-4 endosyndrome pendant cette période du cycle. Maintenant, il y a d'autres examens qu'on peut faire, qu'on doit faire entre le 10e et le 14e jour du cycle. C'est ce qu'on appelle le test post-coïtal de 1 heure. Comme je vous avais expliqué précédemment, il y a des femmes chez qui le spermatozoïde de l'homme n'arrive pas à traverser son col parce que son col fait un peu obstacle. Et donc, le test post-coïtal permet de prélever les spermatozoïdes après au niveau du col de la dame, après un rapport sexuel en général, quelques heures après le rapport sexuel, parce que l'homme peut avoir un spermogramme normal, la dame n'a pas un problème, mais il n'y a pas de passage de spermatozoïdes au niveau du col, donc on fait le test post-coïtal de 1 heure. Et puis, il y a entre le 18e et le 22e jour du cycle, on fait un dosage de progestérone qui permet d'évaluer le potentiel d'ovulation de la dame. Voilà donc les examens classiques que nous on demande sur le plan biologique chez une femme. Chez l'homme, donc, sur le plan biologique, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande donc de faire, en plus du bilan infectieux qu'on demande, on fait un petit bilan hormonal FSH-LH, estradiol, et on lui demande aussi la prolactine. Et à côté, on lui demande un bilan de sperme. Dans le bilan de sperme, qu'est-ce que nous on demande? Il y a le spermogramme qui évalue un des éléments qu'on recherche dans le sperme. Il y a le spermocytogramme, la spermoculture, le test de migration survie dans certains cas, et le MAR test qu'on appelle le MAR test. Dans cet examen de sperme, qu'est-ce que nous on recherche? On recherche la quantité de spermatozoïdes, le volume de spermatozoïdes et donc la quantité globale de spermatozoïdes dans l'éjaculat.
on regarde la mobilité de ces spermatozoïdes, savoir, et on regarde également la vitalité de ces spermatozoïdes, puis on regarde la forme globale des spermatozoïdes. Quand il y a un des problèmes à ce niveau, on peut avoir un souci pour pouvoir faire un enfant. Ce que nous devons savoir, c'est que quand on parle d'infertilité, c'est l'infertilité du couple. Il n'y a pas que l'infertilité de la femme, mais l'homme aussi peut être fortement impliqué dans l'absence de grossesse dans un couple. Maintenant, d'autres examens complémentaires à faire. Chez la femme, on fait aussi ce qu'on appelle une échographie. L'échographie, c'est une échographie pelvienne que nous on fait en général par voie endovaginale. L'objectif, c'est de faire quoi? C'est de regarder, je vous ai expliqué précédemment, la cavité utérine pour chercher si on a un polype, si on a un fibrome, rechercher si la cavité utérine, c'est-à-dire la partie où le bébé va s'implanter de forme normale, rechercher s'il y a de l'adénomyose et tout. Bon, et puis il y a un autre examen qu'on appelle la radio des trompes, c'est ce qu'on appelle hystérosalpingographie. Aujourd'hui, on a autre chose qu'on appelle hyphosie. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Comme on est dans le plan global, on peut faire l'hystérosalpingographie. L'hystérosalpingographie permet de voir comment est la cavité utérine et surtout de voir si les trompes sont bouchées ou pas. Parce que comme on a vu précédemment, quand des trompes sont bouchées, le spermatozoïde ne peut pas arriver au niveau du tiers externe de la trompe pour pouvoir rencontrer l'ovule à ce niveau. Donc il faut s'assurer que la trompe passe très bien. Et puis il faut s'assurer qu'à l'intérieur de la trompe, on n'a pas du liquide, ce qu'on appelle un hydrosalpins, un hématosalpins, qui vont gêner la progression du spermatozoïde, de même que gêner le retour de l'œuf fécondé. Voilà, donc à côté de ça, ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe aussi ce qu'on appelle une hystéroscopie. Ça permet, c'est un examen, on passe toujours par le vagin. Avec une caméra, on voit l'intérieur de l'utérus, on regarde si la cavité utérine est de bonne taille, si elle est de forme normale, s'il n'y a pas de synéchie, s'il n'y a pas de fibrome, s'il n'y a pas de polype. Et puis on a aussi ce qu'on appelle l'hystérosonographie, qui permet aussi de voir l'intérieur de la cavité utérine. C'est du liquide qu'on gonfle et on regarde, on fait avec une échographie. Et il y a tout récemment ce que nous on appelle aujourd'hui l'hyphosie. Donc ça permet aussi, ça remplace un peu l'hystérosalpingographie parce que lui permet aussi d'évaluer la cavité utérine et d'évaluer les trompes. Voilà donc globalement, grosso modo, comme on dit souvent, tous les examens que nous devons faire chez un couple qui cherche à faire des enfants. Merci.